είπατε τη θυγατρήσιον, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται Ιμπραής και επιβεβικός επί όλων και επί πόλων ιών υποζυγίου. Dans le midi de la France, près de Nîmes, nous voici les hôtes du monastère orthodoxe de Solan. Les sœurs y vivent dans un domaine en pleine nature enchanteresse. Elles y travaillent et prient au rythme de la nature. Nous commençons notre journée liturgique par les vêpres. Et quel est le psaume par excellence que nous lisons toujours au début de chaque office des vêpres, si ce n'est le psaume 103, qui est une telle hymne, une telle louange finalement à la nature, à la création, à toute cette œuvre magnifique que le Seigneur a faite. Et ensuite au matin, nous avons l'exapsalme qui est ensuite suivi par les laudes, et tout ça, c'est une exaltation à la nature. Ça, c'est déjà au niveau de la vie liturgique qui vient par la suite nourrir et alimenter la prière personnelle. Et ce qui est certain, c'est que dans la nature, l'âme est immédiatement élevée et se rapproche tellement du Seigneur que c'est quelque chose qui est spontané, qui coule vraiment tout à fait comme quelque chose de naturel. Notre communauté est constituée de 15 moniales professes et nous avons 2 novices actuellement au monastère. Notre communauté est assez caractérisée par son universalité, on va dire, puisqu'elle est constituée de 9 nationalités différentes à présent. Alors bien sûr, les Françaises sont malgré tout majoritaires, mais nous avons des Chypriotes, nous avons une Allemande, une Suisse-allemande, une Portugaise, une Brésilienne, une Roumaine, une Belge et une Estonienne. Alors, dans cette universalité, le choix a été fait d'avoir le français comme langue commune entre nous les sœurs. Et également, pour ce qui est de notre liturgie, eh bien, c'est le français qui a été choisi sur la base de la musique byzantine. Au début des années 90, la communauté s'est mise à la recherche d'un lieu de vie plus grand. C'est ainsi qu'elle est arrivée ici à Solan, dans un domaine à l'abandon, au milieu de la nature. Arrivée ici, ils ont fait un tour rapide des bâtiments qui n'étaient pas du tout dans un état qui pouvait éventuellement être habité. Mais par contre, en faisant le tour du domaine, ce domaine de 60 hectares, qui est une mosaïque de champs cultivés, de vignes, d'arbres fruitiers, de vergers, et en même temps de forêts, là, elles ont trouvé le lieu qui allait pouvoir les accueillir. Quand on cherchait cet endroit qui allait enfin pouvoir nous accueillir, le cri du cœur, c'était d'avoir un lieu où nous allions, nous aussi, pouvoir cultiver nos propres légumes, nos propres fruits, de manière à pouvoir avoir peut-être, non pas une indépendance ou une autonomie totale, mais aussi grande et importante que possible. Les sœurs firent résolument le choix de l'agriculture biologique dans leur domaine.
Avec l'aide de spécialistes et de conseillers, elles ont commencé à faire leurs premiers pas dans la production de fruits et de légumes, ainsi que leur transformation en toutes sortes de produits bio. On est en train de cueillir les coings. Ça, c'est une trentaine de coignaciers qu'on a transplantés ici il y a 4 ou 5 ans. C'est un voisin qui n'en voulait plus et qui nous les a donnés. Et donc maintenant, on fait la cueillette de coings et les coings vont nous servir pour faire la confiture de coings et la pâte de coings. En faisant comme ça ce type de culture, on a un type de culture où on va utiliser la logique même de la nature et des produits qui ne vont pas nuire aux équilibres du sol et qui ne vont pas avoir des effets secondaires sur les êtres humains. Donc c'est quelque chose qui respecte la terre, qui respecte l'intégrité de la terre, qui ne tue pas la vitalité du sol, les micro-organismes, et qui respecte les personnes qui, à l'autre bout, vont manger et boire ce qu'on produit et qui ne vont pas avoir des produits, qui ne vont pas ingérer des produits qui sont nocifs. Donc le choix de l'agriculture biologique est un choix avant tout de respect. Mais il y a aussi plus. Il y a, au-delà du respect, au-delà du devoir moral, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Il y a de tels équilibres, il y a de telles interactions dans ces écosystèmes. Comment on viendrait abîmer tout ça? Et avant tout, c'est un émerveillement et c'est parce qu'on aime celui qui a tout fait. Et donc par amour du Créateur et parce qu'on aime le Créateur, cette création, on va d'abord la regarder, on va la respecter, on ne va pas se l'approprier. Et on va donc la soigner, la cultiver, la garder. On avait obtenu donc le label d'agriculture biologique puisqu'il faut un certain temps en culture biologique, en temps de reconversion pour accéder à ce label. Et on a donc commencé à de plus en plus transformer les produits. Alors on a planté des figuiers, on a entretenu la châtaigneraie, on a changé les abricotiers, on a arraché les anciens, on a planté de nouveaux abricotiers et on a commencé à faire un maximum de produits. En fait, c'est extraordinaire de voir les fruits et un fruit bien mûr qu'on mange au pied de l'arbre comme ça, qui a bien mûri, qui est gorgé de soleil, c'est absolument délicieux. Et il n'y a pas aucune préparation pâtissière du monde qui est aussi bonne que ça. Et c'est pour ça que j'ai dit la pâtisserie du Seigneur, parce que c'est tellement délicieux, délicat, c'est joli. Et quand on voit chaque fruit qui est différent, qui a des goûts différents, des formes différentes, des couleurs extraordinaires, ben on se dit, mais vraiment, le Seigneur, il a beaucoup d'imagination et beaucoup de goût aussi. C'est tellement délicieux. Alors, ça fait encore une occasion de rendre grâce à Dieu. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Trinité toute sainte, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Si tu regardes les iniquités, Seigneur, Seigneur, qui pourra tenir? Mais auprès de toi se trouve la propitiation. Notre vie est faite de prière et de travail. Mais il faut penser, la prière n'est pas un but. La prière est un moyen. Le but, c'est la participation à la vie divine. Le but, c'est l'union à Dieu, c'est la sainteté. Et la prière est ce qui nous ouvre à recevoir ce don de Dieu. Puisque ça ne peut être qu'un don de Dieu. La sainteté, la sanctification, l'union à Dieu ne peut être qu'un don de Dieu. Et la prière, elle a pour but de nous ouvrir à ça. Et le travail, lui aussi, quand il est fait dans l'esprit de don de soi, dans l'esprit de respect, dans un esprit de partage, il a une voie aussi vers ça. Pas seulement parce qu'on prie pendant qu'on travaille, mais ça aussi, quand on coupe des raisins, on peut très bien prier. Quand on étiquette des bouteilles, on peut très bien prier.
Quand on fait de la comptabilité ou même quand on fait le vin où il faut réfléchir, c'est déjà plus difficile. Mais si on le fait, tourner vers Dieu, ça devient aussi une prière. Mais au-delà du simple fait de juxtaposer les deux actions, de prier et de travailler, c'est le travail lui-même qui est une offrande de notre être. Et c'est là qu'on se donne à Dieu et qu'on s'ouvre à l'énergie divine et à la grâce de Dieu. Ne cesse pas d'intercéder pour les fidèles vénérant ta divine conception. Il y a eu un petit peu de cours, mais pas beaucoup. On s'est beaucoup formé sur le tas dans les problèmes. On a lu quelques livres, on a beaucoup discuté avec des collègues. On a été vraiment très tributaires des personnes autour qui nous ont indiqué, qui nous ont expliqué, qui nous ont formés. Donc il y a beaucoup de personnes. Et là aussi, c'est quelque chose qui marque beaucoup notre histoire. C'est beaucoup de rencontres providentielles avec les bonnes personnes au bon moment, qui nous ont appris comment faire, qui nous ont donné des pistes. Et puis un petit peu maintenant l'expérience. Ça fait 22 ans qu'on est là, on a fait beaucoup de bêtises et puis maintenant on a appris quand même un petit peu. Mais on n'a pas fini d'apprendre. On fait des traitements. Là, par exemple, vous voyez ça, c'est tout simple. C'est une espèce de gomme qui empêche certains insectes de monter dans l'arbre. Donc, on peut aussi traiter avec du soufre, avec du cuivre. Donc, en fait, la culture biologique, ça consiste à ne pas traiter avec des choses qui vont rentrer dans le métabolisme de la plante et à ne pas traiter avec des produits de synthèse. Donc, il y a quand même certains moyens de traitement. Il y a ce qu'on appelle l'association des cultures, qui est de cultiver ensemble des plantes qui peuvent s'entraider. Là, en l'occurrence, les fleurs ces fleurs leurs racines sécrètent une substance qui éloigne un ennemi de la tomate. Donc ça nous permet de prévenir les maladies de tomates sans avoir à traiter. Pareil, le basilic, il y a un petit peu de basilic entre les plants de tomates. Le basilic, il favorise aussi la culture de la tomate. Alors là, c'est curieux parce que ça va très bien, le basilic et la tomate vont très bien ensemble dans l'assiette, mais il n'y a pas que dans l'assiette, dans le champ aussi, ils vont très bien ensemble. C'est une des choses fondamentales quand on veut travailler la terre sans utiliser des engrais chimiques, c'est faire de la rotation des cultures. Donc ça veut dire de ne pas planter 2 années de suite la même chose au même endroit parce que chaque légume va pomper des nutriments différents. Et d'autre part, de temps en temps, il faut laisser la terre reposer. Alors pour avoir une terre suffisamment bonne et qui ne soit pas des terres qu'on a déjà utilisées pour le poireau, on a mis les poireaux ici cette année pour reposer un petit peu le jardin. On est arrivé ici en 92, on n'avait jamais eu de la grêle et l'année dernière et cette année, on a eu plein de grêle. Et la grêle, c'est terrible. En 5-10 minutes, c'est une année de travail qui est perdue. Alors les filets protègent contre la grêle aussi et protègent contre la mouche sans qu'il y ait de produits chimiques et toxiques qui aillent dans les pommes et dans le sol. On a planté plein de variétés différentes et des variétés anciennes. Toujours pour essayer de préserver le patrimoine biologique, le patrimoine génétique de l'humanité, parce que c'est une garantie contre la faim, tout simplement. Et donc, dans tout ce qu'on plante, on essaye d'introduire de la variété, là, dans le verger de pommes, dans les abricotiers, pareil. Et puis, la biodiversité naturelle, forestière, qu'on va s'efforcer un maximum de favoriser et de ne pas intervenir dans les équilibres des écosystèmes forestiers. Tu as dépouillé l'enfer qui sur toi n'a point eu de pire. Mon frère ne serait pas mort. Une forte émotion se dessine sur le visage du maître. Tous voient les larmes qui perlent de ses yeux. Voyez comme il l'aimait.
faut qu'on garde une certaine asepsie dans la fabrication des produits. Donc, on respecte des normes d'hygiène, tout en restant un atelier très simple et familial. On aime bien travailler de petites quantités, travailler d'une façon autant que possible artisanale, mais en gardant bien sûr le respect des normes. Alors voilà, la première partie des coins qu'on a épluchés hier soir est cuite. Et ils vont être bientôt transformés en purée pour ensuite être transformés en confiture ou en pâte de fruits. Outre la transformation des fruits et des légumes, les sœurs s'occupent également de la production de vins biologiques. Les vendanges viennent de se terminer et l'atelier de vinification ne connaît pas de repos. Quand on encuve le raisin uniquement éraflé. Donc il y a la rafle qui n'est pas avec, mais il y a peau et pépins et le jus qui rentre en cuve. Mais par contre, au moment de la fermentation, par le gaz carbonique, les peaux et pépins qui sont plus légers que le jus montent en surface, forment ce qui s'appelle le chapeau de marc, mais c'est dans les peaux et pépins que se trouvent les tanins et de la couleur. Donc tous les jours, matin et soir, on fait passer le jus qui est en bas sur le chapeau de marc qu'on arrose. Il va s'infiltrer à travers et il va donc, pendant cette infiltration, va s'enrichir en couleur et en tanin pour à la fin obtenir un vin rouge. En fait, matin et soir, pendant que les vins sont en fermentation, on mesure la densité et la température du vin. Parce qu'en fait, c'est très simple, la fermentation alcoolique, ça se suit par une descente de la densité, parce que le sucre est plus lourd que l'eau et l'alcool est plus léger que l'eau. Donc, la bonne conduite de la fermentation, elle peut se suivre par une descente régulière de la densité du vin, du mou. Et la température, ça c'est, il y a deux choses que, à la fois il y a des températures critiques qu'il ne faut pas dépasser. Et la deuxième chose, c'est aussi, selon le style de vin qu'on veut donner, la température a une influence sur le palais aromatique des vins. Si tu regardes les iniquités, Seigneur, Seigneur, qui pourra tenir? Mais auprès de toi se trouve la propitiation. Dès ma jeunesse, j'ai servi les plaisirs, et tout entier suis devenu le jouet de la chair et des passions qui me dictent leur loi, sans tenir compte de mon âme sauveur. J'ai méprisé tes commandements, mais toi, mon il y a tellement de valeurs monastiques que l'on retrouve dans les valeurs écologiques. À commencer par exemple par la sobriété ou la sobriété heureuse, pour traduire ce terme grec qui se dit nipsis ou nepsis avec la prononciation française. Alors en même temps cette sobriété et en même temps cette joie de cette sobriété, de ce choix libre sans contrainte. Et ça, c'est quelque chose qui peut se traduire par le souci véritable, finalement, par exemple, de ne pas gaspiller l'eau. Les premières restaurations que nous avons pu faire au monastère, c'était pratiquement sans isolation. Et là, c'est très difficile de revenir là-dessus. Mais petit à petit, nous avons été vraiment sensibilisés à cette question et partout où nous avons pu utiliser justement de la paille par exemple, eh bien nous y avons eu recours.
Après, pour ce qui est du chauffage, parce que ça c'est une autre question malgré tout importante, nous avons fait le choix de mettre en place une chaufferie à bois déchiqueté. Pourquoi à bois déchiqueté plutôt que par exemple à palette de bois? Là, il y a beaucoup de colle qui est utilisé et d'un point de vue écologique, eh bien, c'est encore un produit de synthèse, alors que d'utiliser du bois déchiqueté, ça nous permet soit d'utiliser le bois de notre propre forêt, ou bien d'utiliser du bois de recyclage, et il y en a beaucoup dans notre région, des palettes ou des cagettes par exemple. Et dans ce choix-là, eh bien, la qualité du bois ne compte pas, ce qui compte c'est tout simplement la quantité. De par les grands écarts de température dans la région, eh bien, le choix avait été fait justement d'avoir des toutes petites fenêtres. Et nous avons gardé les toutes petites fenêtres qui existaient déjà dans les bâtiments. Il y avait des portes à certains endroits, par exemple, qui n'étaient pas forcément très pratiques, mais nous avons sauvegardé ces portes-là, justement dans cet esprit de respect de l'existant. À partir du moment où, ça devait être en 95, oui, nous commencions à avoir notre première petite gamme de produits transformés ici au monastère et le besoin s'est fait sentir de commencer à vendre cette petite production localement, justement dans un souci écologique, de ne pas employer les grands moyens et de faire déplacer les produits à des kilomètres et des kilomètres, mais au contraire d'essayer de vendre les produits localement. À partir de 1995, il y a une sœur qui va 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi, au marché d'Uzès, vendre les produits. Et ça a été quelque chose qui a changé, comment dire, l'image qu'avaient les gens ici, la population locale, par rapport au monastère. Habitant au bord de la mer, je crois que Je crois que c'est ça qu'il vous faut, tout à fait. Voilà. Nous sommes ici dans le cellier, c'est le lieu où on vend toute notre production, du vin et des autres produits que nous fabriquons, où il y a aussi une partie de librairie avec des livres que nous choisissons. C'est un lieu qui est important pour nous, qu'on a aménagé en 2008 dans le souci d'avoir une vente locale, c'est-à-dire de présenter nos produits sur place dans un souci qui est éthique et écologique, de circuits courts, de consommation locale, d'échange local, dans le souci aussi monastique de moins sortir pour vendre nos produits et d'arriver quand même à tirer notre subsistance des produits de la terre. Et donc, c'est un lieu qu'on a aménagé à l'entrée du monastère. Donc, on est entre la route et le monastère à proprement parler, avant la porte qui se franchit pour entrer dans le monastère, ce qui permet à des personnes qui ne souhaitent pas ou qui n'osent pas entrer dans le monastère de venir ici quand même et d'avoir un moment d'échange avec la communauté, un premier aperçu de la communauté et des sœurs. Vous faites la chapelle. Oui, vous voulez visiter la chapelle? Vous croyez que c'est possible? Bien sûr. Et en plus, c'est l'heure. C'est toujours possible, mais là, en plus, c'est l'heure exactement de la visite guidée. Comme ça, vous irez. Mais c'est pas grave, vous irez tous ensemble. Il y a différents niveaux de besoin chez les visiteurs d'entrer en contact avec nous. Il y a un niveau d'une simple curiosité. Qu'est-ce que c'est que ces êtres tout en noir qui mènent une vie très différente et qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles vivent. Il y a aussi un souci de démystification parce qu'il y a des gens souvent qui se demandent un petit peu pour qui c'est très mystérieux le monastère, qui s'imaginent parfois plein de choses. Et il y a le fait que ça donne accès aux gens à un échange avec une sœur, avec une personne qui est consacrée à Dieu et qu'ils peuvent poser des questions ou dire ce qu'ils ont à dire.
Un monastère, en tout cas dans la perspective de notre Église orthodoxe, ne peut pas s'envisager dans une totale autonomie et indépendance de par le monde. Nous savons qu'il y a une interdépendance entre le monastère et le monde laïque de l'Église, bien entendu, mais le monde de manière générale. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui viennent de l'extérieur et qui vont nous donner un coup de main dans la joie et dans la gratuité. Et nous avons besoin aussi de toutes les compétences que vont nous amener les personnes qui vont venir de l'extérieur. Et nous, qu'est-ce que nous avons finalement à offrir à ces personnes-là? Rien d'autre que de les accueillir comme si c'était le Christ elle-même qui venait vers nous, dans ces personnes-là, de leur offrir un petit sirop et une toute petite gâterie avec un sourire et un temps d'écoute. Louons, bénissons et adorons le Seigneur. Ô jeune gens, nom égal à celui de la Trinité. Bénissez le Père, le Créateur. Chantez